Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va s'intéresser à la médecine hellénistique, c'est-à-dire d'origine et d'influence grecque, et notamment hippocratique, mais pas que, à l'époque romaine. On conçoit en effet difficilement la faible influence qu'exerça le monde romain dans l'art de guérir, quand on observe les réalisations de ce peuple, et avant eux des Étrusques, en matière de civilisation d'une manière générale, et de l'hygiène publique en particulier, que ce soit la Cloaca Maxima, ce vaste réseau d'égouts construit sous Tarquin l'Ancien, qui allait du Palatin et du Capitole jusqu'au Tibre, ou l'assèchement des marais, ou l'organisation des thermes, avec pour la seule ville de Rome 80 thermes, dont le plus célèbre est celui construit par Caracalla, mais aussi 150 latrines publiques, 14 aqueducs, tout cela pour fournir 500 litres d'eau par habitant et par jour. Nous verrons d'ailleurs dans une autre vidéo l'importance que revêtiront ces bains dans la médecine romaine. En fait, la médecine des premiers Romains était essentiellement sacerdotale. Ils intégrèrent les divinités des peuplades italiques conquises, qui, n'ayant pas de tradition littéraire et philosophique, adoraient les divinités pratiques et positives qui n'avaient pas la spiritualité des dieux grecs. Les noms des dieux étaient d'ailleurs inspirés de leurs fonctions. Chaque nécessité ou chaque besoin humain avait son dieu. Au premier lieu, la bonne santé, bien sûr, mais aussi les besoins matériels. Les Étrusques, installés en Toscane, avaient une civilisation plus avancée que les peuples autour de Rome, et une religion plus proche des peuplades orientales, avec une démonologie absente chez les autres peuples de la région. D'ailleurs, les aruspices, ou divinations par les entrailles, mot dérivé du chaldéen signifiant foi, laissent en effet penser que les Étrusques qui la pratiquaient seraient en fait venus de Grèce, voire de Mésopotamie. La divination avait en effet une grande importance chez les Étrusques, et notamment ces fameux aruspices, ce qui aboutit d'ailleurs à des connaissances anatomiques assez poussées, comme en témoignent des ex-voto du musée étrusque de Florence ou du Louvre, mais aussi d'ailleurs, où, à côté des classiques pieds, mains, oreilles, seins, on trouve des organes génitaux et des représentations d'organes internes comme le foie ou les structures digestives, à l'exemple de cette magnifique terre cuite vendue aux enchères à Paris il y a 5 ans. Ou alors ce buste étrusque en terre cuite de 68 cm, daté du IIe siècle, également trouvé dans la région du Latium en Italie, et acheté en 1960 par le docteur Pierre Découfflet, un collectionneur passionné, qui identifia 28 organes différents dans l'amande polyviscérale que nous voyons ici. Découfflet le compara à d'autres sculptures fragmentaires ou acéphales connues dans le monde, comme ces exemplaires du musée du Louvre et du musée archéologique de Madrid, mais aussi ceux de la Villa Giulia ou du musée national des Thermes à Rome. 7 années de travail furent nécessaires au docteur Découfflet pour achever les 450 pages de son traité d'anatomie viscérale archaïque, dans lequel il soutient que cette œuvre n'était pas un ex-voto, mais une terre cuite didactique visant à enseigner l'anatomie. Sa théorie fut remise en doute par les spécialistes de la médecine étrusque, Mario Tabanelli en 1962 et Jean Mackintosh Turfa en 1994, pour qui il s'agissait bien d'un ex-voto. Il faut noter que d'autres représentations hépatiques avaient également un rôle de pense-bête pour lire dans les entrailles d'un animal sacrifié, et que cet art divinatoire ne concernait pas la médecine, mais le domaine politique ou militaire. Les héritiers du docteur Découfflet ont vendu ce buste aux enchères en 2011. Il a alors été préempté par le Louvre pour 250 000 € pour son service des antiquités grecques et étrusques. À côté de cette médecine sacerdotale dont les ex-voto sont les témoins, les Étrusques avaient néanmoins quelques connaissances pharmacologiques, comme le laissent penser les nombreux vases à onguents et collyres trouvés dans les sites archéologiques comme Tarquinia, avec une thérapeutique essentiellement basée sur l'emploi de plantes, comme les feuilles d'acanthe pour stopper les hémorragies et les diarrhées, la sève de pin et le colchicum pour leurs vertus cicatrisantes et antidouleurs, la valériane pour ses propriétés sédatives. Les Étrusques avaient aussi des connaissances en pathologie dentaire, comme le montre cette prothèse en or trouvée à Tarquinia. Rome, qui adopta les cultures de ses voisins, divisait la théurgie médicale entre les dieux qui présidaient à la physiologie humaine, de la fécondation à la mort, avec un dieu pour chaque âge, et ceux qui présidaient à la pathologie. Les Romains intégrèrent donc le culte d'Asclépios qui devient Esculape. Selon la légende, un serpent du sanctuaire d'Épidore, embarqué sur un vaisseau romain, dépêché lors d'une épidémie de peste dans le Latium en moins 293, aurait débarqué à Tibérina,
faisant aussitôt cesser l'épidémie que les implorations aux dieux romains n'avaient pu arrêter. Esculape, dont on voit ici la statue qui ornait la cella du temple de l'île Tibérine à Rome, et qui se trouve au musée archéologique de Naples, rejoignit alors le panthéon romain, avec Junon, qui protégeait les femmes, notamment enceintes, Vénus, assimilée à Aphrodite, Diane Therma, déesse des sources chaudes, mais aussi Salus, véritable déesse de la santé chez les Romains, et Valétudo, ces deux dernières étant confondues dans le culte d'Hygie. Citons aussi Fébris, la fièvre chez les Romains n'était pas un symptôme mais une maladie, et Méphitis, déesse qui protégeait de la pestilence des marais. Sans oublier bien sûr les dieux médecins de Jupiter à Mars, d'origine sabine, dieu de la guerre contre les ennemis des hommes, et donc la maladie, de Minerve, divinité d'origine étrusque, à Apollon, introduit par les premiers colons grecs. Cette médecine sacerdotale avait ses intermédiaires en la personne des prêtres préposés au culte des différents dieux, et des rites bien précis, comme dans toute médecine théurgique, de la simple supplique, invocatio, à la prière, précatio, en passant par supplicatio, prière dans les temples ou publics, sur des initiatives des autorités pour apaiser un dieu irrité. Les processions également, ces sorties annuelles parfois accompagnées de sacrifices, les vœux, les offrandes, dont les ex-voto dont nous avons parlé. Enfin, l'incubatio qui mettait le malade en relation avec les dieux par les songes. Il faut également citer la cérémonie du lectisternium, durant laquelle on servait un repas à une ou plusieurs divinités, notamment lors des épidémies de peste. À côté de cette médecine théurgique, bien encadrée, existait aussi une médecine magique et superstitieuse, à laquelle adhéraient de nombreux Romains, surtout en cas de maladie incurable. Au milieu de toutes ces offres, quelques véritables médecins proposaient aussi un service médical, les limites entre les différentes offres étant d'ailleurs assez floues. Paramédicaux, médecins, magiciens, prêtres, il n'y avait en fait pas d'approche exclusive de la médecine, le malade passant volontiers de l'un à l'autre. Et cela même quand les Romains auront intégré une médecine scientifique venue de Grèce, pour preuve ce que Cicéron, homme d'État et écrivain du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand il déclarait « Qu'est-ce que la médecine dont je connais la nature a de commun avec les divinités dont je ne comprends pas même l'origine ?» Une autre médecine romaine avait volontiers cours, celle de la médecine patriarcale, dont Caton nous fournit un bel exemple. Le pater familias qui soignait ou faisait soigner par un esclave, femme, enfant, esclave de sa ferme, de manière empirique, en bon père de famille, avec usage de plantes aux vertus médicinales, et dont la médecine des signatures n'était sans doute pas exempte. Mais l'urbanisation va faire oublier ces remèdes de bonne femme et rendre la population dépendante de véritables soignants. Progressivement, va alors s'installer une médecine plus rationnelle, terme que l'on doit à Cels, venue de Grèce, et notamment via Alexandrie, par l'immigration de médecins grecs. Cette immigration médicale se concevait d'autant plus que le métier de praticien ne pouvait être celui d'un Romain libre et qu'aucune école médicale n'existait de ce côté de la Méditerranée. Ces premiers médecins étaient donc le plus souvent des esclaves ou des affranchis étrangers, et notamment grecs. Prosper Ménière, qui laissa son nom à un syndrome vertigineux d'origine vestibulaire, écrivit une étude médicale sur les poètes latins. Ces derniers laissèrent une bien piètre image des premiers médecins romains. Caton, pour qui le chou était la panacée universelle, ne cachait en effet pas sa faible estime pour le corps médical, écrivant même vers 150 avant Jésus-Christ que les médecins comme Carthage devaient être détruits. « Souviens-toi, écrivit-il aussi à son fils, que je t'ai défendu de recourir aux médecins. » De son côté, Pline traitait Archagatus, le premier médecin grec de Rome, originaire de Sparte, mais venu du Péloponnèse en moins 219, de barbare et de boucher, à cause de sa pratique de la chirurgie, ce qui était nouveau pour les Romains. Mais malgré ces critiques, Archagatus, qui était au début d'ailleurs surnommé le vulnéraire pour cette raison, compta sur le soutien des pouvoirs publics qui lui donnèrent la citoyenneté romaine et qui lui permirent d'ouvrir une clinique. Il faut ici rappeler, en donnant l'exemple des combats de gladiateurs, des guerres ou des sacrifices, que les Romains n'éprouvaient guère de compassion pour la souffrance, qu'elle fût animale ou humaine. D'où le mépris pour la profession médicale, dont le but était de soigner et en plus en gagnant de l'argent. La réputation des médecins grecs de Rome s'améliora surtout après la fin de la Seconde Guerre punique, qui permit à Rome de se tourner vers la partie orientale de la Méditerranée et de conquérir la Grèce.
Progressivement, à la suite d'Archagatus, les médecins grecs allaient dominer totalement le milieu médical, à l'exemple d'Artorius Asclépiade, originaire de Bithynie, qui exerça vers moins 124 et qui fut l'ami de Marc Aurèle et de Cicéron. Après avoir étudié à Alexandrie, il fonda une école de médecins à Rome, où se formèrent Musa, le médecin d'Auguste, et Thémison, le fondateur de la secte des méthodistes que l'on voit ici sur une gravure sur bois de la Wellcome Collection. Cet afflux de soignants grecs s'accentua surtout quand un décret de Jules César offrit la citoyenneté romaine aux médecins venus de Grèce, en plus de l'immunité fiscale. Auguste, le successeur de César, qui fut d'ailleurs sauvé par son médecin Musa, accorda encore d'autres privilèges aux médecins, privilèges auxquels Vespasien mettra un peu d'ordre. Il ne faut pas non plus négliger un effet de mode. Pour être bien vu, le médecin de Rome devait parler le grec, comme celui de Versailles quelques siècles plus tard le latin, et celui de notre siècle l'anglais. À partir de là, l'opinion sur les médecins va changer. Sénèque écrivit même dans les Bienfaits au 1er siècle de notre ère, « Il y a chez nous deux classes d'hommes très aimés et très considérés, celle des médecins et celle des professeurs. Nous achetons des médecins un bien inestimable, la vie et la santé. » Selon Suétone, dans la vie des 12 Césars, la nationalité romaine accordée par César aux médecins eut pour but d'en faire venir d'autres, preuve de leur efficacité. Citons aussi Plaute, dont Ménière souligne l'exactitude des observations médicales lorsqu'il évoque le rôle de l'auscultation pulmonaire. Lucrèce, un ami d'Asclépiade qui défendait une philosophie matérialiste, fidèle à Épicure, et qui laissa une description précise de la peste. Horace, avec ses célèbres satires. À la suite de César et d'Auguste, le pouvoir politique et législatif sous l'Empire, et notamment sous Sévère, encadra rapidement l'art de guérir, l'imposant même aux pays conquis, dont la Gaule. Déjà, les lois d'Aquila en 285 avant Jésus-Christ puis Cornelia avaient défini l'activité et la responsabilité médicale. Les premières concernaient la responsabilité civile et réprimaient les dommages créés par les incompétences et donnant lieu alors à indemnisation, et la seconde, la responsabilité pénale des médecins. Les pouvoirs publics organisèrent également un enseignement, où l'examen clinique au lit du malade était présent, mais sans atteindre jamais l'excellence des écoles grecques des siècles précédents, et ce, malgré l'afflux de médecins instruits après le décret de César. Cet enseignement se déroulait dans les auditoria, mais les besoins, notamment en dissection, furent à l'origine de la création de véritables écoles, à l'exemple de celle créée sur l'Esquilin, la Schola Medicorum. Mais le plus beau document sur l'existence d'écoles de médecine à Rome reste cette fresque découverte en 1956 dans une tombe de la Via Latina et représentant une leçon d'anatomie. Les Romains, selon Pline, ne s'adonnèrent néanmoins pas beaucoup à l'étude de la médecine, et la formation continua en fait à se faire surtout à Athènes, Pergame, Alexandrie, puis plus tard Antioche ou Lyon. Sévère essaya bien d'organiser l'enseignement vers l'an 300, avec la création de bourses notamment pour des étudiants pauvres, mais il faudra attendre Julien pour voir apparaître un examen devant un jury avec la délivrance d'un diplôme. La durée de l'enseignement et des connaissances restait néanmoins variable. La médecine pratiquée et enseignée était hippocratique, même si nous verrons dans la vidéo suivante des différences dans la pratique médicale en fonction de la secte adoptée par le médecin. Après l'interrogatoire du patient et de l'entourage, notamment sur l'anamnèse, le médecin examinait son patient, le palpait, percutait le ventre à la recherche d'un tapanisme, l'auscultait et prenait son pouls. Il demandait aussi parfois l'avis d'un confrère. Cette consultation par le médecin se faisait à domicile ou dans un dispensaire, le tabernae medicinae, l'équivalent du iatréon grec, c'est-à-dire dans son cabinet de consultation, différent de son domicile, où se trouvaient ses instruments, à l'exemple de ce matériel trouvé dans la tombe d'un médecin à Nimègue, ou celui retrouvé à Cologne. Cabinet où se trouvaient aussi ses livres, à l'exemple de ce médecin d'Ostie qui lit un rouleau sorti de son meuble, où se trouve aussi son matériel. Parfois, le malade était transféré dans une clinique ou une maison de santé, qui se trouvait parfois au domicile du médecin si on en croit Plaute. À l'exemple de la maison du chirurgien de Rimini, qui comportait plusieurs chambres, ou celle de Pompéi, où furent retrouvés de nombreux instruments. À côté de ces petites structures de soins, existaient des hôpitaux religieux, à l'exemple du temple d'Esculape de l'île Tibérine, où se pratiquait l'incubation dont nous avons parlé, mais où, semble-t-il,
des malades étaient aussi hospitalisés. Parallèlement, les petites structures pour les esclaves des propriétés agricoles se transformaient en véritables hôpitaux sur le modèle des hôpitaux militaires, avec la constitution des valetudinariats, hôpitaux laïques cités par Caton. Les historiens possèdent néanmoins beaucoup plus de renseignements sur ces hôpitaux militaires que sur les hôpitaux civils. À l'exemple de l'hôpital de Vindonissa, où se trouvait la 13e Légion en Suisse, en 12 après Jésus-Christ. 480 patients pouvaient être hospitalisés pour une légion de plus de 10 000 hommes. Ou l'hôpital de Novae en Bulgarie, dont on voit ici les ruines. La décision de César que nous avons évoquée n'était en fait pas dénuée d'arrière-pensée militaire. 6 à 800 médecins permanents étaient en effet nécessaires pour les 300 000 hommes pendant la période du Haut Empire. Si au début les armées romaines n'avaient pas de médecins et que les soldats se soignaient entre eux avec les bandages de leur équipement, des médecins militaires apparurent à la fin de la République. Ces medicus castrensis, élevés au grade d'officiers non combattants, avaient un rôle de médecins, chirurgiens, mais aussi d'hygiénistes. Ils étaient 4 par corps de 600 hommes, étaient 2 fois plus payés dans la marine et intervenaient aussi dans leur recrutement. Ils furent en fait surtout importants sous César, Trajan et Hadrien, compte tenu des conflits. L'armée, principal pourvoyeur, allait donc devenir un tremplin pour rejoindre le civil, où l'on distinguait plusieurs sortes de médecins. En premier lieu, des praticiens privés qui travaillaient dans le Medicatrina, pendant romain du iatréon grec. Ce praticien, qui se déplaçait pour visiter les malades dans leur lit, prit le nom de Medicus Clinicus, qui deviendra Clinicus, et que l'on retrouve aujourd'hui dans notre terme de chef de clinique, par exemple. La profession était parfois mais rarement ouverte aux femmes, à l'exemple de Métrodora, ou de cette femme médecin dont la stèle fut retrouvée à Metz. Au début, la médecine était purement libérale et privée, et donc précaire, donnant accès aux honneurs et à la fortune pour certains, notamment ceux qui soignaient les empereurs ou les nobles, mais pas pour tous, et notamment les médecins ambulants, qui proposaient des soins en suivant les foires, les fêtes, les marchés aux esclaves. Parmi eux, de nombreux charlatans, surnommés circulators, terme qui sera à la base du surnom donné par Guy Patin à Harvey. À côté de cette médecine libérale, existaient des médecins fonctionnaires. Ils pouvaient dépendre de l'État, et notamment de la maison de l'empereur, au sommet duquel se trouvait donc le médecin de l'empereur, qui prit le nom honorifique d'archiatre, donné à Andromaque ou Néron. Les archiatres palatins réservaient leurs soins aux personnages importants, militaires ou politiques, à l'exemple d'Antonius Musa, un ancien esclave devenu médecin d'Auguste et de son ami Mécène, Chariclès, qui officia auprès de Tibère, Xénophon de Cos, auprès de Claude, Andromachos et le Marseillais Crinas, sous Néron, Criton, sous Trajan, Démétrios, sous Marc Aurèle, puis Galien, sous Marc Aurèle également, Commode et Sévère. À côté de ces praticiens, nous trouvons les médecins municipaux ou archiatres populaires. Ces derniers existaient en fait déjà dans des villes comme Marseille avant la conquête romaine. Ils étaient même parfois assez nombreux car les privilèges étaient considérables. Ils furent réorganisés au IIe siècle sous Antonin le Pieux, qui en réglementa le nombre. Ces archiatres populaires étaient chargés de porter secours aux pauvres, aux frais de la collectivité, parfois par quartier, mais ils pouvaient avoir leur propre clientèle et toucher des honoraires, notamment sous Théodose en 438, et avaient alors un rôle également d'enseignement. Certains médecins étaient affectés à des services spéciaux, notamment des institutions publiques comme les gymnases, les arènes de gladiateurs, où chaque équipe avait son médecin, des théâtres, le collège des Vestales, ou alors à des institutions privées, comme les associations professionnelles, à l'exemple de Tétus Glycon, médecin des forgerons. Le plus souvent, les médecins étaient généralistes, mais apparut rapidement une spécialisation dans les grandes villes comme Rome, avec le Medicus Clinicus dont nous avons parlé, le Chirurgicus, volontiers issu des rangs militaires, le médecin Ocularius, comme on le voit ici sur ce bas-relief du IIe siècle avant Jésus-Christ, conservé à Rome, plus rarement le Medicus Auricularius, qui s'occupait des oreilles. D'autres, volontiers aidés de sages-femmes, s'occupaient des femmes enceintes et des accouchements. Et à côté de cette spécialisation, les médecins se disaient disciples de telle ou telle école, empirique, dogmatique ou méthodique, proposant alors une approche différente selon les pathologies. Cela nous amène à nous demander quelles étaient ces écoles médicales romaines. La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.